Voilà pour notre première enquête. Et maintenant, Yvan, c'est vous qui avez réalisé le sens caché de cette semaine. Vous avez enquêté sur l'assaut du raid à Saint-Denis en novembre dernier. Un assaut contre cet appartement où s'étaient réfugiés des auteurs des attentats. Alors 18 novembre, l'assaut s'achève, on est dans le courant de la matinée, souvenez-vous. Et les autorités délivrent cette information, c'est une femme kamikaze qui s'est fait sauter. C'est une première, ça suscite beaucoup d'émoi, sauf que ça fait pchit. 48 heures après, on se rend compte que l'information est inexacte. Et comme ça, on va voir toute une série d'infos qui finalement s'avèreront fausses. Et ce qui est surprenant, c'est que toutes ces infos sortent de la bouche des gens les mieux informés de France. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, François Molins, le procureur de la République de Paris, Jean-Michel Fauvergue, le patron du RAID. Autant d'approximations, ça éveille le soupçon. On a voulu savoir ce qu'il y avait derrière ces infos erronées. Mais Yvan, est-ce possible d'avoir des informations sur un sujet aussi sensible ? Alors si vous appelez le ministère de l'Intérieur, non. Pour le RAID, pareil, chou blanc. En revanche, vous imaginez des attentats d'une telle ampleur, forcément, ça mobilise énormément de policiers venus de plein de services, d'horizons différents, et ça aboutit à la rédaction de beaucoup de rapports. Ces rapports, une source m'a permis d'y accéder. Des rapports confidentiels. Des rapports confidentiels et qui poussent à s'interroger sur la manière dont le RAID a mené cet assaut le 18 novembre à Saint-Denis. Alors Yvan, c'est donc votre enquête, votre sens caché sur l'assaut de Saint-Denis que nous découvrons tout de suite. Vous l'avez réalisé avec Guillaume Beaufils et Karim Annette. Saint-Denis, à quelques centaines de mètres du Stade de France, cet immeuble, sous une bâche blanche. Au croisement de la rue du Corbillon et de la rue de la République, dans cet appartement du 3e étage, le 18 novembre dernier, en pleine nuit, les membres du RAID ont lancé l'assaut pour neutraliser 2 des auteurs des attaques du Bataclan. Cette nuit-là, les policiers se retrouvent une nouvelle fois face à des terroristes prêts à mourir. Que s'est-il vraiment passé ce soir-là? Très vite, des informations contradictoires vont circuler. Les terroristes avaient-ils des kalachnikovs? La porte de l'appartement était-elle blindée comme l'ont révélé les autorités? On risque de se faire péter dessus, mais on y va. Et après, vous avez une polémique qui surgit. Ça fait mal, quoi. Ces critiques-là font mal à mes gars. Et à un certain moment, c'est invivable. Ces polémiques difficiles à supporter pour les membres du RAID sont-elles fondées? Nous avons pu accéder à des rapports d'enquête confidentiels. Ils éclairent d'un jour nouveau les coulisses de cette intervention qui ne s'est pas tout à fait déroulée comme les autorités l'ont raconté. Assaut de Saint-Denis, la contre-enquête. Au lendemain des attentats, Abdelhamid Abaoud, l'organisateur des attaques du 13 novembre, se terre dans ses buissons, sous l'autoroute, à Aubervilliers. Il contacte alors sa cousine, Asna Haït Boulassen. Elle vit en banlieue. Il lui demande une planque pour lui et son complice, Chakli Bakrou, l'un des tireurs de l'attaque des terrasses. Si Abaoud appelle sa cousine Asna, c'est parce qu'ils ont été proches. Et il le sait, la jeune femme ne le laissera pas tomber. Asna Haït Boulassen, 26 ans. Nous nous sommes procuré un document exclusif. Le voici. Nous sommes en juin dernier. Asna parle à une amie qui la filme avec son téléphone. Abdelhamid, c'est mon cousin, voilà, c'est le fils de la sœur à ma mère. C'est vrai qu'il a été recherché et qu'il est toujours recherché par la police mondiale. Et pour moi, voilà, c'est mon cousin et voilà, c'est vrai qu'il est recherché. Et après, ben voilà, ce qu'il a fait, c'était son choix de partir en Syrie. Et voilà. Après, voilà, qu'est-ce que t'en penses toi maintenant de son choix, lui, ce qu'il a fait? Le choix qu'il a fait, tu penses que c'est un bon choix ou... Bah, moi, je pense que c'est un bon choix parce qu'il a voulu faire le djihad en Syrie. Voilà, donc après, il est là pour aider parce qu'il y a la guerre. Par contre, moi, je dis les gens, comme on voit dans les vidéos, si c'est pour couper les têtes, je suis contre. Je ne vais pas dire que je suis pour parce que Allah, il n'a jamais dit de couper des têtes. Comme son cousin parti rejoindre les rangs de Daesh dès 2013, Asna, à son tour, veut se rendre en Syrie.
J'ai envie de partir en Syrie. La Syrie souffre tous les jours, comme la Palestine. Et pour moi, c'est inadmissible qu'on n'aide pas qu'on n'aide pas la Palestine et la Syrie. Donc pour moi, voilà, je veux partir là-bas et les aider et faire un truc humanitaire, sans faire la guerre, sans être une terroriste. Voilà, donc voilà, oui, c'est vrai, j'ai envie de partir en Syrie. Asna semble rejeter la violence. Elle va pourtant apporter son soutien aux terroristes. Leur trouver un squat au cœur de Saint-Denis. Mais Asna parle beaucoup. Selon un rapport confidentiel du ministère de l'Intérieur, le 16 novembre, 3 jours après les attentats, par téléphone, Asna se livre à une amie. Mon cousin est en France, caché dans un buisson. Il a une ceinture d'explosifs. Dans 3 jours, il fera un attentat. Selon nos informations, dans son entourage, Asna informe au moins 4 personnes de la présence d'Abaoud, mais une seule donne l'alerte, son amie Sonia. Tout ce que Asna lui dit, elle le répète aux policiers. Stéphanie Marteau est journaliste. Pour le quotidien Le Monde, elle est la première à avoir enquêté sur les coulisses de l'assaut. Si Sonia n'avait pas alerté les policiers, clairement, il n'y aurait pas eu l'assaut à Saint-Denis, les terroristes n'auraient pas été neutralisés et un attentat aurait eu lieu à La Défense, soit le jour même donc, de cet assaut, soit dans les jours qui suivaient. Les informations transmises par Sonia, le RAID va les utiliser pour préparer son intervention. Voici les éléments qu'elle communique lors d'une audition. Combien de personnes dans l'appartement? Abaoud, Asna et un autre. Elle m'a dit que l'appartement était petit, que des voisins voulaient sympathiser, mais ils n'ont pas voulu car ils préparaient leurs bombes. Ils ne voulaient pas être dérangés. Elle m'a dit qu'elle avait joué avec la Kalash. Elle a ajouté qu'elle avait vu des armes type Kalash. 2 hommes lourdement armés, le pire est à craindre. Le RAID n'a pas souhaité participer à ce reportage. Alors, nous nous sommes adressés à un proche des milieux policiers, le journaliste spécialisé Dominique Rizet. Votre dernier resto avec le RAID, c'était quand? Il y a 1 mois et demi, 2 mois. À lui, les membres du RAID ont raconté leur assaut face à Abaoud et son complice. Parmi ces terroristes, il y a Abaoud. Abaoud, on sait qui il est. Donc, quand les gens du RAID arrivent ici, ils savent qu'à l'intérieur, ils ont affaire à quelqu'un qui sait utiliser des armes, qui sait utiliser des explosifs, qui a fédéré très vraisemblablement une équipe, donc il y a peut-être encore d'autres hommes avec lui. Donc, ils savent qu'en face, il y a du répondant. Face à cet ennemi aguerri, les policiers vont miser sur l'effet de surprise, intervenir en pleine nuit. Mercredi 18 novembre, 4h17, le RAID passe à l'action. Sans un bruit, les hommes gravissent cet escalier, raide, étroit. Au 3e, un bref couloir, puis la porte. Les artificiers y placent leur charge. L'explosion provoquera un effet de sidération. Les policiers auront ainsi un coup d'avance. Mais rien ne se passe comme prévu. Il y a 3 charges qui sont posées. Il y en a une qui ne pète pas et la porte ne tombe pas, puisqu'elle résiste à 2 charges explosives qui, celles-ci, ont fonctionné. Donc la 3e ne partant pas, les gonds ont tenu, la porte ne tombe pas. Moi, après avoir discuté avec eux, après avoir discuté avec les gens du RAID après l'assaut, eux n'ont pas compris pourquoi cette charge n'était pas partie. Ils le font tous les jours. Tous les jours, ils s'entraînent avec ce dispositif, ces charges, ce plastique qu'on colle sur la porte, un dispositif électrique pour faire partir l'explosif. Ça marche tout le temps. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Une première déconvenue que le patron du RAID explique dès le lendemain dans les pages du Parisien. Nous avons choisi d'ouvrir la porte blindée à l'explosif pour profiter de l'effet de sidération. Cela n'a pas marché. La porte a résisté. Pour se justifier, le patron du RAID évoque une porte blindée. Elle ne l'était pas. Selon nos informations, il s'agissait en fait d'une porte ordinaire, installée depuis peu, payée 80 € dans une boutique de bricolage. Mais l'explosion a bien ouvert une porte, celle du voisin de palier, Ahmed Garib. À 62 ans, cet Égyptien en situation irrégulière était installé rue du Corbillon depuis 1 an. J'ai participé à la guerre des 6 jours. Je n'y ai pas vécu 1% de ce qui s'est passé là.
Le bruit de l'explosion m'a fait sauter de mon lit parce que j'ai pensé que le bâtiment allait s'effondrer. Je suis sorti en short et en t-shirt. Là, j'ai été horrifié. J'ai vu toutes ces armes pointées sur moi. J'ai voulu quitter l'immeuble. Ils m'ont ordonné de rentrer chez moi. Avant l'assaut, le raid a évacué une partie des habitants. Pas tous, pas Ahmed. Il va alors se retrouver au cœur d'un déluge de feu qui lui coûtera cher. Il est un peu plus de 4 heures rue du Corbillon. La porte a résisté. À présent, les terroristes ripostent. Une réplique d'une rare intensité. Le feu a été d'une densité extrême. Du moins, il y a eu des rafales incessantes, on était en situation de guerre, des rafales. C'est le message que vont marteler de concert. Ils avaient 2 à 3 Kalachnikov minimum. Les numéros 1 et 2 du raid, ainsi que le ministre de l'Intérieur et le procureur de la République. Les policiers essuyant le feu pendant de nombreuses heures, dans des conditions qu'ils n'avaient jusqu'à présent jamais rencontrées. Des tirs très nourris et quasi interrompus s'en sont suivis pendant près d'1 heure. Je peux vous dire qu'on a, du côté police, on a tiré quasiment plus de 5000 munitions. Des heures de fusillade, des kalachnikovs. Voilà pour la version officielle. Et si la réalité était tout autre? Les policiers n'ont pas tiré 5000 balles, mais 3 fois moins. Quand la porte de l'appartement refuse de s'ouvrir, les policiers reculent, se positionnent dans la cage d'escalier. C'est d'ici qu'ils vont tirer. Ma porte ne fermait plus. Je me suis réfugié dans un coin. Les policiers tiraient non-stop. Ils s'étaient placés dans l'escalier en face de ma porte, 5 marches plus bas. Selon un rapport confidentiel daté du lendemain de l'assaut, voici l'inventaire précis des munitions utilisées par les policiers. Un total de 1565 douilles recensées, du 5,56 pour l'essentiel, le calibre des fusils mitrailleurs du raid. Olivier Sladki, charpentier, 50 ans. Après l'assaut, il est aussitôt réquisitionné pour venir étayer l'immeuble qui menace de s'effondrer. Il est l'un des premiers à y pénétrer. Quand je suis rentré dans cet appartement, on avait affaire à une scène de guerre. Tellement il y avait d'impact de balles à tous les niveaux, dans le sol, dans le plafond, dans les murs. L'escalier était jonché de douilles sur toutes les marches. Donc il fallait faire attention du reste, de ne pas marcher dessus pour ne pas tomber. Et puis par contre, dans les pièces du fond, non, c'était beaucoup plus restreint. Il y avait peut-être quelques impacts. Les pièces du fond, celles où se réfugient les 2 terroristes et Asna. C'est d'ici qu'ils auraient tiré de longues rafales de Kalachnikov. C'est ce que l'on apprend dans la version officielle. Quand Shakib Akrou actionne sa ceinture, le 3e étage s'effondre sur le second. De la pièce, ne reste alors que ses gravats. Depuis, ils sont entreposés ici, en banlieue parisienne, dans cette benne rouge placée sous scellé. Les policiers y ont-ils retrouvé les 2 ou 3 kalachnikovs évoqués par le patron du raid et par Sonia, son informatrice? Réponse, dans un rapport du brigadier M, daté du 21 novembre, après plusieurs tamisages des débris. Nos opérations terminées, disons qu'aucune munition ni arme de type Kalachnikov n'ont été retrouvées au cours de nos investigations. Là, on se dit, c'est pas possible, il nous manque les Kalachnikov. Les déclarations publiques ne coïncident pas du tout avec les constatations qui vont être opérées quelques heures après l'assaut par les policiers. C'est la SDAT, la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la PJ, qui va fouiller cette benne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et dans cette benne, on découvre un pistolet automatique. Un semi-automatique Browning, sur lequel se trouvent les empreintes d'Abdelhamid Abaoud. C'est une vieille arme qui tire du 9 mm. Et on découvre que cette arme, elle a tiré une quinzaine de cartouches. Une quinzaine de cartouches, c'est un chargeur plein. 15 coups tirés, pas de Kalachnikov. À la place, ce type de pistolet. Le pistolet Browning, en voici un, c'est un modèle GP35. Jean-Claude Schlinger est expert balistique auprès des tribunaux. Il est déjà intervenu dans plus de 1500 affaires criminelles. Cette arme
a été fabriquée en Belgique à partir de 1935. Elle était réglementaire dans l'armée belge d'abord et dans d'autres armées du monde. Ce que tire cette arme, est-ce que ça peut être confondu avec une Kalachnikov? Pas du tout. Ne serait-ce que au niveau des bruits de détonation, un tir de Kalachnikov est tout à fait caractéristique et n'a rien à voir avec le bruit provoqué par un pistolet Browning. Si on est un policier, à plus fort titre un patron du raid, on peut se tromper? Non, je pense pas. Pas de Kalachnikov, mais un vieux revolver. Pas de longue rafale, mais une quinzaine de balles. Les autorités ont-elles réécrit l'histoire de l'assaut? Pourquoi ont-elles voulu cacher une certaine confusion durant l'opération? Une nouvelle note confidentielle sème le trouble. Cette fois, elle est signée du brigadier V et s'intitule « Constatation sur les équipements balistiques du raid ». Dans ce document, la description minutieuse de l'état des boucliers après l'assaut. Des boucliers Ramsès comme celui-ci, tous deux criblés d'impact. Sur cette modélisation, nous avons reporté chacune des traces de balles relevées dans le rapport. Sur le premier bouclier, 9 impacts. Sur le second, 12. Soit un total de 21 projectiles, alors que les terroristes n'ont tiré que 15 balles. Mais plus troublant encore, sur l'intérieur des boucliers, là, on relève plus d'une quarantaine d'impacts. Pour qu'il y ait des impacts effectivement sur la partie interne des boucliers, ça veut dire que les tirs proviennent probablement des forces de police. C'est particulièrement étonnant, évidemment, puisque ce que ça signifie, c'est que ils ont été victimes de ce qu'on appelle des tirs fratricides, c'est-à-dire qu'ils ont essuyé les tirs de leurs propres collègues qui étaient placés soit en arrière, soit en dessous, dans les parties communes de l'immeuble. On ne sait pas très précisément ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un mouvement de panique chez ces policiers d'élite qui sont pourtant entraînés à gérer le stress? Est-ce qu'il y avait un mauvais positionnement, donc un problème de direction de ces hommes? Aujourd'hui, c'est des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Parmi les membres du raid, 5 blessés. Selon nos informations, ce ne sont pas les balles des terroristes qui les auraient touchés. Bavure? Non, selon Dominique Rizet, auquel les membres du raid ont expliqué ce volet de l'assaut. Le bouclier il est positionné sur le palier, dans l'attente de l'entrée de la colonne du raid qui sera derrière le bouclier. La colonne a reculé parce que la porte n'est pas tombée. 2 charges seulement sur les 3 qui étaient posées sur la porte ont pété. Donc la porte n'est pas tombée. Le raid recule et arrose la porte. Et en arrosant la porte, le raid arrose aussi l'intérieur des 2 boucliers qui sont posés l'un sur l'autre. C'est aussi simple que ça. Ces tirs à outrance vont faire une victime parmi les membres du raid. Diesel, Malinois mort pour la France, comme l'explique le patron du raid au Figaro quelques heures après l'intervention. Après un long moment sans tir, on décide d'envoyer un chien pour qu'il fasse une reconnaissance des lieux. Malheureusement, Diesel, un chien d'attaque, est tué à la Brennec. Le chien qu'envoient les hommes du raid sur les terroristes, le patron du raid dira qu'il est tué à la Brennec. C'est quoi? Alors la Brennec, c'est une cartouche utilisée dans les fusils de chasse, donc des armes à canon lisse. Voici une cartouche à balle Brennec. C'est une balle qui pèse 30 grammes. Ça peut être tiré par n'importe quel fusil de chasse, mais notamment par des fusils à pompe, qui sont des armes utilisées beaucoup dans le cadre des affaires criminelles. On n'a pas retrouvé ça du côté des terroristes. Est-ce que le raid dispose de ce type d'armes? Alors le raid dispose effectivement de fusils à pompe, comme toutes les forces de police et de gendarmerie. Si le chien a été tué par une Brennec, c'est que c'est sorti d'un fusil comme ça? Si effectivement il n'y a pas d'armes de ce type qui ont été retrouvées à l'emplacement où se trouvaient les terroristes, c'est que quelqu'un d'autre a tiré. Si quelqu'un d'autre a tiré, ça ne peut être qu'un policier, évidemment. Les policiers ont-ils tiré aveuglément? Vraisemblablement. Mais avaient-ils le choix? En phase 2 ce jour-là, les ennemis ne sont pas des adversaires comme les autres, ce sont des kamikazes. Les membres du raid optent alors pour une mitraille continue, des tirs de saturation.
Le tir de saturation, c'est pour empêcher la personne de se déplacer et d'approcher jusqu'à vous. Donc les gens du raid sont en haut de l'escalier. À l'intérieur de l'appartement, il y a des gens qui sont chargés de ceintures d'explosifs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, eux? C'est s'approcher des gens du raid et se faire exploser. Donc on les empêche d'approcher, on les empêche de franchir cette porte, on canarde la porte, on tire sur la porte, on tire sur les murs, ils ne peuvent pas sortir. Docteur Bernard Marc, médecin légiste, il a déjà travaillé sur les ravages d'explosions terroristes. Dans les ceintures d'explosifs, des dizaines d'écrous comme celui-ci. Selon lui, si le kamikaze s'était fait sauter dans la même pièce que les policiers, ni les casques, ni les gilets pare-balles n'auraient suffi. Les lésions peuvent être multiples, différentes, mais il peut y avoir véritablement des membres arrachés ou des lésions de ce type, et des lésions extrêmement graves. Donc un casque, un gilet pare-balles, s'il y a une quarantaine de projectiles ou une trentaine de projectiles qui arrivent au même endroit, eh bien, ils ne pourront plus faire l'effet protecteur, ils ne seront plus suffisants pour faire l'effet protecteur devant quelque chose qui, je le rappelle, se rapproche plus d'un obus ou d'une grenade qu'évidemment d'un projectile d'arme à feu. Un risque supérieur encore à ce que connaît le raid d'ordinaire. Une situation d'extrême tension qui n'aurait laissé aucune place à la négociation, malgré les demandes d'Asna. Il est où ton copain? C'est pas mon copain! Il est où? C'est pas mon copain! Moi, c'est chiant. 5h30. Shakib Akrou actionne sa ceinture d'explosifs. Lui meurt aussitôt, son corps est démembré, sa tête atterrit sur le trottoir. Mais nouvelle zone d'ombre. Abdelhamid Abaoud et Asna Aïd Boulassen ont-ils survécu à l'explosion? Nous avons pu consulter les rapports d'autopsie. Pour Abaoud, selon nos informations, destruction faciale, plus de mandibule, délabrement céphalique, perte de substance cérébrale, des plaies de 40 cm sur le torse et une quarantaine d'écrous, comme ça, dans les entrailles notamment. Il y a une telle multiplication de lésions que la survie est quasi impossible. Quelques secondes, mais si les lésions cérébrales existent également, la mort est immédiate. Pour Asna Aïd Boulassen, syndrome mécanique par compression thoracique. Soyons clairs, sur les lésions présentées, le terroriste numéro 1 a une mort immédiate, il est dilacéré. Le terroriste numéro 2 a une mort immédiate avec des lésions notamment encéphaliques et thoraciques et cardiothoraciques. Le troisième a une phase agonique qui est une phase courte. C'est des décès qui sont soit immédiats, soit en termes de minutes, en tout cas absolument pas des décès plusieurs heures après. Impossible donc que les terroristes aient encore pu combattre après l'explosion. Pourtant, de nouvelles fusillades vont éclater. À 5h30, les occupants de l'appartement conspiratif sont morts. Pourtant, une heure après, à 6h53, les policiers tirent à nouveau plusieurs salves. Et à 7h30, une nouvelle fusillade retentit également. Et là, effectivement, c'est très troublant puisque on peut imaginer que donc, les occupants de l'appartement sont décédés depuis 2 heures. Et on se demande vraiment sur qui ils tirent. Le problème de ces zones d'ombre, c'est qu'à force de s'additionner, elles deviennent assez inquiétantes. On a le sentiment d'un flou, d'une mauvaise maîtrise et d'une grande confusion jusque dans ce corps d'élite de la police. Selon Ahmed, le voisin de palier, aujourd'hui hébergé dans un foyer d'accueil médicalisé, il était 10 heures quand la balle des policiers lui a pulvérisé le coude. Soit plus de 5 heures après la mort des terroristes. J'étais le dernier dans l'immeuble. À ce moment-là, un policier m'a dit « Tu veux sortir l'Égyptien ? Va faire un signe à la fenêtre. » J'ai pensé qu'il avait prévenu les snipers installés dans le bâtiment d'en face pour qu'ils ne me tirent pas dessus. Mais dès que j'ai levé la main à la fenêtre, j'ai cru que l'on m'arrachait le bras. Je n'ai plus senti qu'une chaleur intense et des fourmillements. Ahmed a ensuite passé 4 jours menotté à un lit avant de faire l'objet d'un arrêté d'expulsion. Son avocat vient d'en obtenir la suspension. Mais son avenir semble bien incertain. À 62 ans, lui qui travaillait au noir n'a plus de ressources.
Je ne crois pas que je retrouverai l'usage de mon bras. C'est impossible que ça revienne. Vous croyez que je pourrais porter à nouveau des sacs de 50 kilos comme je faisais? Ou même 20 kilos? Avec ce coude explosé et ce bras qui reste déformé? Allons, regardez. Deux autres occupants de l'immeuble ont ainsi été blessés par les balles du raid. Durant cet assaut, les policiers auraient-ils confondu ces civils avec des kamikazes? On n'est pas menacé directement. Empêcher quelqu'un qui a un gilet explosif, mais qui n'a pas d'arme à la main, de venir vers nous, c'est tout le problème. On a travaillé là-dessus, on a travaillé en particulier en faisant des stages avec les unités d'intervention israéliennes. Si le raid a refusé nos demandes d'interview, les forces israéliennes, elles, ont accepté de nous recevoir. C'est dans ce pays constamment confronté au terrorisme et aux kamikazes que les membres du raid viennent renforcer leur expérience. Base de Midkam Adam, centre d'entraînement des forces de défense israéliennes. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, suivez-moi. On vous suit. Pas de visage, pas de nom, mais un savoir-faire. Voici l'unité Yahalom, le groupe d'assaut antiterroriste. Exercice du jour à balles réelles, investir un bâtiment occupé par des terroristes et des civils, comme à Sanni. Dans le doute, vous autorisez vos troupes à tirer préventivement sur un civil? Non, on ne fait pas ça. Les civils, c'est notre priorité absolue. On est là pour les sauver, pour les protéger. Si on tire sur un civil, c'est qu'on a échoué dans notre mission. Et même s'ils sont suspects, on les tient alors à distance, à plusieurs mètres. Et selon les Israéliens, pour neutraliser des kamikazes lors d'une intervention comme celle de Sanni, rien ne vaut la précision de tireurs d'élite. Voilà, retiens ton souffle autant que tu le peux, sans effort. Sur ce tableau, nous affichons les meilleures performances de nos snipers. Là, par exemple, à 200 mètres de nuit, le tireur a placé ses 4 balles dans le même trou. Je veux vous montrer ces images de l'assaut de Sanni. Là, vous voyez les balles qui claquent autour des fenêtres. Les policiers ne sont pas surpris. Ils savent qu'ils ont affaire aujourd'hui à des hommes très déterminés. Les 3 terroristes sont morts avec leurs gilets explosifs. Et nos policiers ont touché 3 civils au bras. En tant que tireur d'élite, vous en pensez quoi? C'est un désastre. Ça n'aurait jamais pu arriver ici. Nos snipers sont professionnels. Et s'ils ne sont pas sûrs de leur cible, ils ne tirent pas. Ce dont vous me parlez, c'est catastrophique. Que feriez-vous si ça arrivait à l'un de vos tireurs d'élite? On les entraîne pour que ça n'arrive pas. Et si ça arrivait quand même? On les virerait. Ils ne pourraient pas continuer à être snipers. Bièvre, siège du raid, Bernard Cazeneuve vient décorer les membres du corps d'élite et profite de l'occasion pour une mise au point sur ces polémiques. Je ne laisserai jamais personne salir votre travail, ni vous attaquer injustement. En France, il y a une vieille tradition du commentaire a posteriori, véhiculée d'ailleurs par de grands professionnels du commentaire, qui ont en partage la passion des phrases, qui parfois offensent et blessent. Ceux-là qui aiment les phrases ne prendront jamais place dans les colonnes d'assaut. Alors député, Bernard Cazeneuve avait pourtant soutenu la création d'une commission d'enquête sur la mort de Mohamed Merah et l'action du raid à Toulouse. Le ministre balaye cette fois la polémique. Mais si la volonté politique de rapidement communiquer sur l'assaut avait nourri la controverse. Le vrai problème, en réalité, de cet assaut,
c'est une mauvaise communication. C'est-à-dire que si le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, le patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue notamment, ne s'étaient pas précipités l'un puis l'autre sur les plateaux pour expliquer qu'ils avaient essuyé un feu nourri, qu'on leur tirait dessus à la Kalachnikov, qu'une femme kamikaze s'était faite exploser. Enfin bref, beaucoup de choses qui se sont avérées fausses par la suite. Si ces gens n'avaient pas communiqué trop vite, finalement, il n'y aurait pas eu plus de polémique que ça sur les conditions de l'assaut de Saint-Denis. Le problème, c'est qu'on a essayé de nous vendre un récit dès les premières heures, un récit qui était extrêmement valorisant pour les hommes du RAID, un récit qui montrait une police française aguerrie, puissante. Or, ce jour-là, elle a aussi montré certaines failles. Le 18 novembre 2016, à Saint-Denis, la stratégie policière a peut-être montré quelques faiblesses. Mais s'il est une chose qui ne saurait faire polémique, c'est bien le sens de l'engagement des membres du RAID.